Alors, bonjour à toutes et tous et merci d'être avec nous aujourd'hui donc pour ce webinaire qui sera consacré aux enjeux commerciaux. On va passer ensemble 1h45 pour explorer ces enjeux en abordant notamment la viabilité des commerces, le rôle de l'action intercommunale dans l'attractivité et la coordination des acteurs du commerce. Et tout ça, on en parlera à travers 7 témoignages de collectivités. Donc, tout au long du webinaire, vous pourrez poser vos questions via le chat. Donc, vous avez l'icône conversation en haut sur la barre du haut. Vos micros ont été en effet désactivés. Et pour les intervenants, on vous les activera au fur et à mesure aussi des interventions. Donc, pour commencer, je vais laisser la parole à monsieur Chéreau, vice-président au territoire, pour ouvrir ce webinaire. Bien, merci beaucoup. Je suis heureux de vous accueillir, je crois, très nombreux qui êtes inscrits ce matin pour cette rencontre organisée par la région. Je suis heureux de vous accueillir avec Éric Frémy, qui est parmi nous, je le vois, sa bonne tête, et qui restera avec vous pour la durée du webinaire et notamment conclura nos échanges avec quelques perspectives sur certaines actions portées par le Conseil régional. Évidemment, comme ça vient d'être dit, ça fait partie des questions qui sont les plus souvent remontées par nos concitoyens, autour des notions de qualité de vie, à côté d'autres notions, comme l'accès à la santé et qui, font partie de ces sujets qui sont très difficiles à prendre quand on est élu. Parce que naturellement, les commerces, c'est pas de l'action publique et donc on est, les uns et les autres confrontés, de façon de plus en plus complexe, aux contradictions de consommation de nos propres concitoyens, qu'on traitait autrefois de façon assez binaire, grande surface, commerce de proximité, avec la contradiction qu'on connaissait, nos habitants veulent aller et consomment majoritairement dans les grandes surfaces, mais exigent qu'il y ait des commerces de proximité. Et nous, chargés de la vie locale et de l'attractivité de nos bourgs et nos villes, on se dit, bah, effectivement, il faut que nos commerces de proximité fonctionnent. On a depuis ces derniers temps des évolutions de consommation de nos habitants. Il y a la part d'internet qui a considérablement augmenté. Il y a la manière de consommer qui a aussi extraordinairement augmenté. Il y a le rapport entre la consommation par internet, la consommation sur les magasins comme expérience de loisir qui a aussi beaucoup changé. Et nous, on se retrouve avec nos règles d'urbanisme, nos besoins d'intervention dans des derniers commerces, dans des stratégies foncières, et puis dans des grands questionnements aussi sur l'artificialisation des sols et comment est-ce qu'on accompagne désormais des blocages complets de développement de la GMS avec des grands parkings qui sont vides. Voilà, autant de questions qui sont parfois sidérantes, mais nous, on croit que l'action publique, elle est capable de changer la vie des gens pour le mieux, et on croit aussi que c'est souvent la bonne pratique qui permet d'être échangé et qui peut nous inspirer les uns les autres. Voilà, c'est-à-dire en gros, on aime ce qui marche. Voilà, donc c'est l'ambition de la région de vous proposer des échanges autour de ce qui marche, avec, comme ça vient d'être dit, des témoignages, un accompagnement de la CCI, notamment du Maine-et-Loire, et je nous souhaite à tous une bonne matinée. Bon travail. Merci beaucoup pour cette introduction. Je vais tout de suite laisser la parole à monsieur Ranchou de la CCI Maine-et-Loire pour nous partager quelques éléments de contexte. Monsieur Ranchou, est-ce que vous nous entendez? Monsieur Ranchou. Hop. Vous m'entendez? Bonjour. Bonjour. Oui, c'est Oui, bon? c'est bon, on vous entend.
Bonjour à tous. Désolé, il y a eu un petit problème technique au moment où je me suis connecté pour parler. Donc, je me présente, Pascal Ranchou, je suis directeur des relations institutionnelles, études et projets à la CCI de Maine-et-Loire. Et j'interviens notamment dans les études auprès des collectivités sur la partie collecte de data et leur analyse pour montrer les dynamiques commerciales qui sont à l'œuvre dans les territoires. Alors, je dirais que pour introduire le sujet et compléter l'introduction que M. Chiraud a faite auparavant, je dirais qu'il est important d'abord de bien prendre conscience que le commerce, ce n'est pas qu'une boutique, effectivement, et un homme ou une femme qui le tient. C'est un écosystème vivant et cet écosystème, il est en permanente transformation. Aujourd'hui, il est bousculé par plusieurs forces qui le combinent. D'abord, la consommation, les consommateurs changent, leurs attentes, leur mode de vie, leurs arbitrages face à l'inflation notamment. On voit émerger aussi des logiques de déconsommation, de sobriété, c'est un grand mot ça aujourd'hui, la sobriété, et le poids constant des seniors dans l'économie locale, la fameuse Silver Eco. Et par exemple, c'est vrai que le réemploi et l'économie circulaire sont des lames de fond qui apportent des changements véritables aujourd'hui, même si pour certains, ils sont encore un peu lents. Donc la consommation, la concurrence qui se réorganise, on voit bien que le e-commerce capte des clients, c'est une réalité. Mais le commerce de proximité résiste et là où il s'est créé de la valeur et du lien social, il arrive à émerger. Et cela est d'autant plus vrai en milieu rural où les liens sociaux, effectivement, prennent en tout cas une dimension très forte. Voilà, on a aussi les territoires qui se différencient, qu'il faut prendre en compte. L'équilibre entre centre-bourg, les centres-villes, les périphéries, c'est aussi devenu un vrai enjeu politique au-delà de l'enjeu économique. La métropolisation qui s'accélère, on voit bien que les trajets domicile-travail s'allongent. Les gens habitent de plus en plus loin de leur lieu de travail. Il y a aussi des modalités de travail avec le télétravail qui redessinent les bassins de consommation, ce qui peut représenter par ailleurs une vraie opportunité pour notamment les communes rurales. Voilà, il y a un autre point qui est important, c'est l'animation urbaine, la qualité des espaces publics qui joue un rôle croissant dans la fréquentation et qui participe à l'attractivité commerciale. Et là aussi, on a des attentes qui évoluent vers plus de loisirs, vers plus de services. M. Géraud l'a évoqué. Et puis, bien sûr, on ne peut pas l'oublier, le professionnalisme des commerçants. Donc là, ça reste un facteur déterminant, notamment à travers l'offre que propose le commerçant, les prix qui sont proposés, mais aussi un élément très important aujourd'hui, c'est l'expérience client. Donc, pour résumer, la consommation change, le client arbitre, et c'est l'expérience aujourd'hui qui fait la différence. Alors, les facteurs de réussite d'un commerce ou du commerce en général, à quel moment les facteurs de réussite sont là, quand tout ce qui est énuméré est aligné, et cet alignement, il reste à construire, il n'est pas natif, il n'est pas naturel. Mais les commerçants ne sont pas tout seuls, de même que les décideurs publics ne sont pas tout seuls non plus. Le commerce, ce n'est pas l'action publique, mais l'action publique peut y contribuer, en tout cas, à cette vitalité commerciale. Et c'est précisément donc l'exploration qui est proposée avec les témoignages à venir sous 3 angles. La viabilité économique, parce que le commerce sans viabilité économique, ça ne fonctionne pas. Il faut un socle économique solide, sans lequel rien n'est possible. L'attractivité commerciale, parce qu'il faut pouvoir fidéliser. Un commerce viable ne suffit pas, il faut attirer des clients, et donc il faut avoir une expérience client positive. Et puis, bien sûr, la gouvernance, qui est un point et qui réunit l'ensemble des acteurs sur un territoire. Donc, ce que je vous propose, c'est que j'apporterai un petit témoignage après ou un petit éclairage plutôt après chaque témoignage qui va suivre, chaque séquence qui va suivre, pour un petit peu repositionner les contextes. Voilà, pour ma part. Merci beaucoup pour cette introduction. Alors, je vous propose qu'on attaque la première séquence qui s'intitule du coup « Assurer la viabilité des commerces ». On aura trois témoignages avec trois intervenants.
Monsieur Olivier Gris, maire du Giroir. Donc, c'est une commune qui a installé une supérette Happy, donc qui est une supérette en libre service ouverte 7 jours sur 7. On aura Monsieur Boissel, maire de Saint-Mars-sur-la-Futée et ancien coprésident de l'association Aubépine. Donc, sa commune accueille une épicerie associative qui a été lancée en 2015. Et on aura Monsieur Marc Bonin, donc maire de la commune de Montreuil-Bellay, qui a travaillé avec une foncière pour permettre l'installation de commerçants dans sa commune. Alors, pour commencer, messieurs, je vais vous laisser nous raconter quel a été le point de départ de chacun de vos projets et comment ils ont été imaginés. Monsieur Boissel, je vais vous laisser commencer. Est-ce que vous m'entendez, monsieur Boissel? Voilà, bonjour à toutes et tous, vous m'entendez là? Oui, on vous Oui. entend. Voilà, alors Philippe Boissel, je suis maire de Saint-Mars-sur-la-Futée, nouvellement élu, et j'étais jusqu'à mon élection coprésident de l'association L'Aubépine, qui a géré depuis 15 ans donc une épicerie dans notre village. Donc on est parti d'un constat, c'est que dans le village, il n'y avait plus de commerce. Et on avait une forte demande des personnes habitant le village. C'est un petit village, hein, une petite commune de 540 habitants. Donc, beaucoup de personnes âgées qui nous demandaient justement d'avoir ce commerce de proximité. Nous avons fait une étude sur tout ce qui existait aux environs de notre village. Donc, on a un intermarché à 5 km, on a des supérettes dans tous les villages d'à côté. Et on a regardé les modèles d'épicerie classiques avec un gérant qui avait vraiment beaucoup de mal à fonctionner dans les villages similaires, hein, proches de Saint-Mars-sur-la-Futée. Donc on s'est dit qu'on allait essayer d'inventer un autre modèle et on a voulu mobiliser les citoyens. Donc, à la suite de cette mobilisation, nous avons créé une association et donc notre épicerie, c'est une épicerie associative qui a démarré donc en 2015. La commune nous a aidé à démarrer en octroyant 25 000 euros de budget pour acheter du matériel, notamment les vitrines réfrigérées, congélateurs et caisses. Et ensuite, tout a été au départ fait en bénévole. Et donc, on va voir après l'évolution de l'épicerie, mais ce constat, le premier constat, ça a été de mobiliser les gens du village pour qu'ils viennent consommer justement dans ce magasin. Ça, c'était la première chose. Voilà, donc là, c'est pour parler du lancement. Moi, je pense que s'il y a des questions, je peux y répondre. Là, je pense avoir dit les choses les principales par rapport à ce lancement. Merci beaucoup. Est-ce que monsieur Gris, vous souhaitez prendre la suite? Oui, bonjour à tous. Donc Olivier Gris, je suis le maire de la commune du Giroir en Vendée. Nous sommes situés à mi-chemin entre les Sables-d'Olonne et La Roche-sur-Yon. Nous sommes une commune d'environ 1200 habitants qui, en 1990, avait une population de 500 habitants. Les derniers commerces que nous avions chez nous dataient depuis environ 40 ans. Hein. Depuis 40 ans, on n'avait plus de commerce, uniquement une agence postale. Donc, dans le cadre où on a été élu en 2020 et dans le cadre du mandat qui a été mis en place, on avait pour objectif de créer une supérette ou d'avoir des commerçants chez nous. Sauf qu'il y avait déjà des études préalables qui avaient été faites avec la Chambre de commerce et de l'industrie. Les premières dataient de 1994. Il avait été constaté que le commerce n'était pas viable. Et comme mon prédécesseur, M. Boissel, on a des supérettes dans les communes environnantes à 5-6 km et deux grandes surfaces également à moins de 20 km. Donc cette étude n'était pas viable. Et lors de la visite du Salon des maires en 2023, on a pu rencontrer la société, la start-up Happy,
qui nous proposait de nous rencontrer pour s'installer dans notre commune. Donc pour la commune, c'était un peu l'Eldorado parce qu'on avait uniquement un investissement à faire pour fournir un emplacement communal, un terrassement pour mettre les modulaires et puis fournir un branchement électrique, un branchement téléphonique qui était pris en charge par l'entreprise, par la société API. Et on a signé une convention avec API de 20 ans et on a une redevance de 600 € par an. Donc voilà comment ça se passe, comment c'est décidé le choix de travailler avec la société API. Merci beaucoup. Et pour compléter sur le lancement, Monsieur Bonin, je vous laisse la parole. Oui, bonjour, Marc Bonin, maire de Montreuil-Bellay, une commune de à peine 4000 habitants. Nous avons déjà un certain nombre de commerces, on a autour de 25 commerces, on a aussi plusieurs services pour des écoles, maisons médicales, EHPAD, etc. Mais en 2022, un petit souci suite au Covid, on avait eu la restauration, l'offre de restauration chez nous a pris un coup. On a eu une baisse des établissements, on était à 8 à un moment, on est retombé à peine 4 avec des jours de fermeture qu'on ne maîtrisait pas dans la semaine. Donc voilà, une offre qui s'était largement détériorée. Et c'est à ce moment-là, en 2022, que deux jeunes couples sont venus nous voir en mairie, des couples ultra motivés pour pour porter un projet enfin deux projets, chacun le sien. Un projet concernant la restauration, un objectif de créer une table un peu plus gastro sur Montreuil-Bellay. Et puis un autre qui avait comme objectif de créer un concept store, c'est-à-dire vente de décoration, de souvenirs, de vente de thé, café, produits locaux, mais aussi salon de thé, snacking, un peu plus sur une volonté slow food, avec du fait maison et une présentation qualitative. Donc deux beaux projets, mais des jeunes couples qui ont entre 25 et 35 ans, qui avaient peu de moyens à l'époque et qui sont venus nous voir pour savoir si on pouvait chercher ensemble des solutions. Nous avions, quelques années auparavant, racheté, nous, un petit espace commercial pour y installer un commerce de bouche, une pizzeria en l'occurrence. Donc, on s'est posé la question à ce moment-là, savoir si on continuait sur cette même démarche ou en réfléchissant si c'était vraiment la finalité d'une commune d'investir directement sur les espaces commerciaux pour installer des porteurs de projets. Et là, on s'est rapproché de la structure Intercité sur le département, pour savoir si eux pouvaient éventuellement porter financièrement ce réachat d'espace pour pouvoir y installer les jeunes. Et donc, voilà, le contrat pouvait se faire entre nous et Alter. Et à ce moment-là, Alter nous a informé qu'une foncière commerciale venait de se créer dans le département, donc qui s'appelle Anjou Commerce et Centralité, et c'est le fruit d'un partenariat, là, mais je pense que ça sera expliqué, ou ça a été expliqué tout à l'heure, et ça sera expliqué par la personne représentant la CCI. Donc c'est le département via Alter comme partenaire, la Banque des Territoires, la CCI bien sûr, et une banque qui est le Crédit Agricole. Et puis les objectifs de cette foncière correspondaient complètement à nos attentes, c'est-à-dire redynamiser les centres-villes et les commerces, c'était maîtriser et adapter l'immobilier économique, reconvertir les activités et les locaux vacants, renforcer les moyens publics d'aménagement commercial et puis, bien sûr, trouver les financements du projet. Donc voilà un peu l'origine de l'action qu'on a pu mettre en place, qui a commencé donc avec la rencontre des porteurs de projets en 2022, puis j'expliquerai après, dès 2023, on a commencé à accélérer pour une ouverture en 2024. Voilà. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant qu'on parle un petit peu des modèles économiques de chacun de vos projets. Monsieur Boissel, je vous laisse commencer de nouveau. Donc, comme je disais, nous sommes une association et donc au départ, le magasin était tenu par des bénévoles et très vite, on s'est aperçu qu'il fallait qu'on ait au moins un employé. Donc, à l'heure actuelle, nous avons un temps plein sur l'épicerie, un temps partiel et une comptable à 4 heures. Le reste du temps, à peu près 800 heures année du travail effectué par des bénévoles qui viennent, une douzaine de bénévoles qui viennent se relayer pour aider justement au fonctionnement du commerce.
Alors, pour que ce commerce fonctionne, c'est ce que je vous disais, il fallait inventer un autre concept. Donc, nous, on est parti de l'épicerie traditionnelle, mais on a tout de suite voulu étendre les rayons. Donc, on a développé une cave. On travaille directement avec des vignerons de toute la France. Et cette cave a acquis une réputation, puisque maintenant on a des gens qui viennent de villes comme Fougères, où il y a des caves, des villes beaucoup plus grandes autour. Ils viennent chercher le vin chez nous parce qu'on a du vin un petit peu particulier qu'on a vraiment sélectionné. On a plus de 200 références en vin, whisky, rhum, etc. Et on s'est aussi spécialisé dans tout ce qui était produits locaux. Donc, on travaille avec des producteurs en direct aussi bien en terrine. Alors, on va des terrines, tout ce qui est pâté-rillettes, etc. En Mayenne, on est quand même bien, bien achalandé. Mais aussi, on a tout un rayon vegan qui marche excessivement bien. Et maintenant, on a étendu ça à des objets d'artisanat, genre céramique, bijoux, objets en bois, etc. Si bien que ce magasin-là offre, on a vraiment une offre complète pour des gens qui veulent aussi bien faire leurs courses dans la semaine, mais aussi qui veulent offrir des cadeaux. Et c'est vraiment cette partie-là qui nous fait vivre, puisque rien que pour le mois de décembre, on a fait cette année un chiffre d'affaires de 80 000 euros sur le mois de décembre, justement, avec plus de 500 corbeilles en panier cadeau. Les gens maintenant viennent dans ce magasin-là parce qu'on est ouvert 7 jours sur 7. Et depuis 15 ans, on n'a été fermé qu'une demi-journée. Donc, c'est vraiment tous les jours. Les gens, le week-end, vont voir des amis. Ils savent qu'ils peuvent s'arrêter à Saint-Mars-sur-la-Futaie pour acheter un panier cadeau pour offrir lors de leur venue. Si bien que notre petit magasin de départ n'était plus assez grand, on a repassé une convention avec la commune qui a fait des travaux dans 2 maisons. Il y avait une dent creuse dans le centre du village qui ont été rénovées et cette dent creuse s'est transformée en un nouveau magasin. Et nous, en tant qu'association, on avait le partenariat, c'était que la mairie nous mettait le bâtiment à disposition avec un loyer de 300 euros par mois, donc un petit loyer. Et nous, l'association, on avait tout l'aménagement à faire. Donc on a refait un aménagement, on a racheté des chambres froides puisqu'au bout de 15 ans, il fallait changer de matériel. Donc, on a fait un investissement en tant qu'association de 54 000 euros. Et pour ça, on a eu des subventions de la région, on a eu des subventions de l'ANCT, nos fonds propres, et on a fait un prêt sur 3 ans avec France Active, un prêt à taux zéro sur 3 ans. Et donc, on a changé aussi en épicerie traditionnelle puisqu'on avait une centrale d'achat et dans nos petits villages, ça devenait de plus en plus compliqué. Ils nous augmentaient toujours ce qu'on devait, enfin, le montant de nos achats de la semaine. Nous disait que bientôt ils ne pourraient plus nous livrer parce qu'on ne représentait pas assez, une force assez importante au niveau achat. Donc on s'est tourné vers la coopérative U et le Super U qui est à 10 km de chez nous. Et on a passé une convention. Donc, maintenant, tous nos produits, ce sont des produits U qu'on a à l'intérieur de l'épicerie pour la consommation courante. Et donc, Super U nous livre une fois par semaine. Et lorsqu'on a du réassort à faire, eh ben, on fait tout simplement les commandes en drive. Et ce sont des bénévoles qui vont chercher les commandes pour faire le réassort de l'épicerie. Voilà, je pense que je suis dans les temps. Je vais laisser la parole à mes collègues. Merci beaucoup. Monsieur Gris, si vous voulez prendre la suite. Oui, merci. Donc, nous, avec la société API, c'est complètement différent. C'est eux qui portent le projet, c'est eux qui s'engagent financièrement. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a mis le terrain à disposition avec le terrassement. Ils sont arrivés, ils ont pu poser carrément leur local dessus. C'est eux qui gèrent directement leur approvisionnement, leur stock, leur investissement.
C'est un produit avec la société API, c'est 700 produits qui sont disponibles dans le magasin, donc 400 produits Carrefour. Donc, ce qu'on avait validé avec eux, et c'était dans leur stratégie, c'est de travailler également avec les producteurs locaux. On y tenait beaucoup parce qu'on a des producteurs locaux tout autour de chez nous. Ils ont fait un très bon travail pour développer le partenariat avec les producteurs locaux. Donc ça se passe plutôt bien, mais il faut également un travail de la collectivité pour les accompagner, parce qu'il y a tout un travail de communication, il y a tout un travail d'accompagnement que j'expliquerai dans le dernier point qu'on va traiter. Mais cette offre API qui nous a été présentée au départ était vraiment attrayante, comme je vous le disais, parce qu'il y avait juste un investissement minime. Ils ont modifié leur offre maintenant. Donc, pour les collectivités qui sont intéressées avec ce type de commerce, il faut bien prendre tous les renseignements en amont. Mais pour nous, c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant. Et comment je vais vous dire ça? Sans cette structure, sans cet apport, on n'aurait pas pu le traiter au niveau de la commune à l'heure actuelle. Merci beaucoup et je vais laisser la parole à Monsieur Bonin. Oui, alors concernant le modèle économique, c'est vrai que alors modèle économique de deux structures qui sont plutôt dans la restauration, comme je vous expliquais. Là, ce que je vais plutôt vous présenter, c'est comment on a pu accompagner nous et quel a été l'impact pour nous sur le montage de ces dossiers. Donc la volonté de la commune était bien que la foncière valide le projet de ces jeunes entrepreneurs qui ont été voir, eux, qui ont souhaité dans un premier temps acheter des bâtiments avec leurs propres moyens, mais allant voir les banques et vu le montant, j'en reparlerai, le montant des investissements, les banques demandaient ce qu'il y ait déjà une activité, enfin, qu'ils prouvent d'une rentabilité sur cette activité, mais étant donné que c'était leur première exploitation, ils n'avaient pas de référence. Donc, il avait besoin d'un accompagnement. Donc, ça a été dans cette logique-là que nous avons travaillé ensemble. Alors, nos interventions, ça a été de bien définir avec eux leurs besoins en termes de surface, en termes d'emplacement, en termes d'aménagement qu'ils souhaitaient, et puis de logement s'ils avaient besoin d'un logement pour eux-mêmes. Identifier les opportunités foncières sur la commune. Il y avait un certain nombre de possibilités, donc regardez celles qui étaient les plus opportunes. Prendre un contact avec les propriétaires des locaux qui pouvaient être disponibles. Et puis ensuite, c'était mettre en relation donc, ces porteurs de projets avec la foncière pour qu'ils puissent exprimer leur motivation et puis exprimer déjà défricher un peu les premiers chiffres et le premier par rapport au modèle économique qu'ils voulaient mettre en place. Ensuite, on a travaillé avec eux aussi sur un prévisionnel qui était réaliste. Donc, on a travaillé la commune avec les porteurs de projets, bien sûr, et puis les comptables pour regarder si tout pouvait bien fonctionner et s'il y avait une rentabilité au final. Et puis est venu après le temps de négocier les prix avec les propriétaires. Et là, la commune est intervenue, puisqu'on a aussi une connaissance du territoire, du local, et puis même pour un certain nombre des propriétaires. Donc, il a fallu aussi rentrer dans cette logique de négociation. Et puis, la dernière étape a été de défendre le projet, la commune, auprès du comité technique de la foncière pour qu'ils puissent l'inscrire dans leur développement. Pour ça, il y a une mobilisation des élus, alors de notre direction générale, et puis d'un manager centre-ville. Alors peut-être que ça n'existe pas partout. C'est une personne qui est employée mutuellement par plusieurs communes du territoire de l'agglomération et qui est là pour faciliter, enfin être le lien entre les commerces, tous les commerces et la commune. Et son rôle, c'est de faciliter le développement, la transmission et la réalisation de nouveaux projets commerciaux. Voilà. Sinon, on n'a pas de financement communal direct sur ce projet. Nous sommes seulement caution, seulement, mais quand même, caution du prêt à hauteur de 50%. C'est le département qui cautionne les autres 50%, donc du prêt porté par Anjou Commerce Centralité. Sinon, quelques chiffres, le restaurant gastronomique, qui est aujourd'hui reconnu comme gastronomique, c'est un projet de 340 000 €. Donc, il y a eu un prêt de la part de la foncière de 80% et un apport, là, direct de 20%. Voilà, sur ce projet-là, sachant que le porteur de projet a apporté, lui, pour des investissements matériels, 50 000 € à peu près. Sa charge locative est d'environ 35 000 € par an. Pour le concept store, dire aussi que ça fonctionne bien, voire très bien,
puisque je disais l'ouverture s'était faite en avril 2024, et aujourd'hui, il est en pourparlers pour racheter l'immeuble auprès de la foncière, devenir propriétaire, dès maintenant. Concernant le concept store, c'est l'étude a débuté en 2023, et ouverture en avril 2024. C'est un projet un peu plus important avec 490 000 euros, un prêt de 65% et un apport foncière de 35%. Il y a aussi là les exploitants occupent le logement qui est au-dessus du commerce. Et ils ont apporté autour de 20 000 euros pour investissement matériel. Voilà, ils ont une charge locative de 40 000 euros voilà, sur un prêt qui dure 25 années. Voilà le montage tel qu'il a été travaillé entre la commune et les différents partenaires, notamment les porteurs de projets, bien sûr, et puis Anjou Commerce Centralité. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Je vous propose que pour conclure cette séquence, chacun vous puissiez revenir sur les impacts que ces solutions ont eu sur vos territoires. Monsieur Boissel, je vous laisse la parole pour commencer. Alors, je vais commencer en répondant à Mélanie Moinard là, qui me posait une question sur le lien entre la municipalité et l'association. Donc, il se fait que lorsqu'on a créé l'association avec les gens du village, moi j'étais le président de l'association et j'étais premier adjoint à la mairie. Donc je faisais le lien entre les deux. Donc on a toujours été partenaires sur tout au long du projet. Donc maintenant, je suis devenu maire, donc j'ai démissionné de mes postes au niveau de l'association. Donc l'association vit une deuxième vie. Et le fait est que maintenant, on a une association qui fonctionne et qui travaille vraiment sur le lien intergénérationnel au sein de l'épicerie. On a une demande de café associatif maintenant qui fait jour. Donc là, ça fait partie de mon mandat qui arrive de créer ce café associatif, donc en lien avec l'association et la commune. Là, je pense qu'il y a une autre maison qui est abandonnée dans le centre du village. Donc, je pense que ça va être dans cette maison-là on va voir comment on va la restaurer. Et l'association s'est donné aussi pour but de créer de l'animation dans le village. Donc, en faisant des concerts dans l'église et là, on va partir sur toute une séquence d'expositions photos pendant les vacances dans l'église. Et pour pouvoir animer le village. Et on voit que autour de cette association et de cette épicerie se crée toute une dynamique, puisque là, j'ai les gens du club du troisième âge qui m'ont demandé aussi s'il y avait un café associatif, s'ils pouvaient avoir une pièce dans le café associatif pour pouvoir se réunir. Donc, on est en train de bâtir la suite justement de cette aventure-là, avec comme point central cette épicerie associative qui fonctionne bien, hein, qui est gérée donc par un conseil d'administration. C'est ce qui fait sa force. Hein. J'ai toujours cru qu'il y avait plus d'idées dans 15 ou 20 têtes que dans une. Donc là, on réalise pleinement ça. Et là, on va essayer de l'étendre peut-être à ce qui deviendra un tiers-lieu dans l'avenir. Merci beaucoup. Monsieur Gris, est-ce que vous voulez conclure avec les impacts d'API sur votre territoire? Oui, donc nous, la supérette API est ouverte depuis août 2024 et on a eu la chance d'avoir un restaurant qui est ouvert en mai 2024 aussi au niveau de la commune. Donc ça fait deux éléments très importants sur notre petite commune. Donc le tout conjugué ont eu une émulation conséquente au niveau de la commune. Sachant qu'on a des associations qui étaient déjà au préalable très très dynamiques et on a un partenariat qui s'est installé en plus avec la supérette API qui accompagne nos associations et même la collectivité quand on fait différentes manifestations. Cette supérette, il faut savoir qu'elle est ouverte de 5 h le matin à 23 h le soir en autonomie complète. Et au départ, on a eu un peu de réticence de la population parce qu'on nous a dit c'est quelque chose, c'est une supérette où il n'y aura pas d'animation, on va voir personne. Sauf qu'on s'est vite rendu compte que finalement, on n'avait pas de lieu de rendez-vous, les gens ne se voyaient à l'école ou alors aux manifestations. Et là, on s'est rendu compte que dans la journée, maintenant, les gens avaient un lieu de rencontre. Avec des échanges, on a beaucoup de personnes qui ont appris à se connaître à la supérette.
On a des personnes âgées au départ qui étaient réticentes pour accéder à cette supérette. Donc, on a fait tout un accompagnement avec API. On a sollicité nos agents, on a sollicité nos élus. On a eu une présence très importante pour les accompagner. Maintenant, je dirais que les présents à la supérette, c'est jusqu'à 80, 85. La plus âgée de nos administrés y va. Donc c'est assez facile. On a toujours un accompagnement, et y compris un accompagnement avec les personnes de l'extérieur qui viennent. Donc on a même des gens qui ont des commerces dans les communes environnantes qui viennent faire les courses chez nous en fonction des horaires et en fonction des disponibilités. On a lié également un partenariat avec le boulanger de la commune avoisinante. Ça faisait partie des premières supérettes où il y avait le boulanger qui était intégré. Donc, on a travaillé avec notre boulanger et on a même de la distribution de viennoiseries et de brioches le week-end en plus. L'avantage le succès de cette supérette chez nous, c'est que les prix qui sont pratiqués sont identiques aux grandes surfaces qu'on a à côté de chez nous. Alors, on ne bénéficie pas des promos ponctuelles qui peuvent être faites toutes les semaines dans les grandes surfaces, mais ces prix qui sont pratiqués, et je peux vous le confirmer, qui sont vérifiés continuellement par nos administrés, correspondent à ce qui se fait ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on a des gens qui ne vont pratiquement plus faire les courses à l'extérieur et qui font leur panier de courses chez nous. Et les remarques qu'on a, c'est que comme il n'y a pas le choix, les paniers de courses sont vraiment ciblés. Il n'y a pas de dépenses supplémentaires. Donc ça, c'est un avantage pour nos administrés. Autre point, il n'y a pas de vente d'alcool, donc on n'est pas embêté avec une certaine population qui peut venir à des heures incongrues. Donc ça se passe plutôt bien, et je dirais que ça a vraiment tissé du lien supplémentaire, même si c'est une commune, nous sommes une commune rurale avec un lien très fort entre administrés. Ça a encore tissé un lien supplémentaire sur une nouvelle population qui arrivait chez nous, qu'on n'avait pas l'occasion de voir, parce qu'il ne faut pas se le cacher, on est aussi une commune dortoir comme beaucoup de communes, à proximité de la côte et entre les Sables et la Roche. Mais ça tissait du lien et on a appris à connaître toute une population qu'on ne connaissait pas. Voilà Merci. pour la commune du Giroir. Merci beaucoup. Et Monsieur Bonin, je vous laisse conclure la séquence. Oui. Alors, en quelques mots, l'impact sur le territoire est que positif. L'ouverture de nouveaux restaurants qui étaient, je le disais en introduction, dans un secteur auparavant déficitaire, a amené une vraie bouffée d'oxygène. Alors, pour les habitants, qui avaient aussi un manque à un moment d'offres de restauration, mais aussi pour les entreprises. On a un certain nombre d'entreprises locales qui avaient l'habitude, pour certains le midi, de venir déjeuner dans la ville, et là, qui partaient sur les communes voisines. Donc, et ils nous le disaient assez fréquemment. Et puis les touristes aussi, on a la chance d'avoir une belle petite cité touristique. Et les touristes nous le disaient, mais envoyaient aussi des messages sur les réseaux en nous disant qu'il y avait vraiment une offre déplorable sur notre commune. Et c'est vrai que c'était une gêne et on était un peu plus que frustrés de cette situation. Donc vraiment, franchement, ça a amené un vrai plus par rapport à cette offre de métier de bouche et qui était importante pour nous. Et il y en a eu même de nouveaux restaurants qui se sont installés depuis. Donc, vraiment une bouffée d'oxygène. Et ça a permis également de redynamiser le centre-ville. C'est des espaces qui étaient en friche ou à l'abandon à un moment, qui ont repris vie. Donc ça, c'est important aussi par rapport au lien qu'il peut y avoir entre les différents commerces. Ça prolonge aussi, et ça, on s'en aperçoit, le temps des visiteurs sur la commune, ce qui permet d'avoir des retombées aussi pour les autres commerces. Donc, une émulation commerciale, un effet additionnel aussi sur le secteur économique commerçant de la ville. Et puis, ce qui pouvait être peut-être moins palpable au départ, mais qui est important, c'est l'installation d'une nouvelle génération aussi d'entrepreneurs. Ce sont des plus jeunes qui ont un autre dynamisme, qui sont très volontaires et qui favorisent quelque part aussi l'attractivité et qui contribuent forcément au développement économique local et qui amènent de la fraîcheur à tel point qu'on avait une association de commerçants qui était en sommeil depuis un certain temps. Et ces installations ont permis de relancer une dynamique associative
Et les commerçants se sont regroupés, rouvert, remis en place donc cette association et mettent en place dès aujourd'hui, dès maintenant, des nouvelles actions dynamiques sur l'ensemble du cœur de ville de Montreuil. Et ça, c'est plutôt bien perçu par l'ensemble des habitants et de ceux qui viennent sur notre commune. On sent vraiment que c'est un souffle positif, vraiment positif chez nous. Donc voilà, on est vraiment très content que ça puisse se passer, qu'on ait pu monter ce projet avec l'ensemble des partenaires que je citais tout à l'heure. Et puis on n'a pas fini, parce qu'il y a d'autres porteurs de projets qui commencent aussi à frapper à la porte. Donc j'espère que voilà, c'est des solutions qui pourront encore convenir dans l'avenir. Mais vraiment, voilà, c'est très, très content d'avoir travaillé sur ce projet, ces projets, et de l'aboutissement qu'il y a pu y avoir. Merci beaucoup pour ces témoignages. Monsieur Ranchot, je vous laisse rebondir sur ces éléments. Oui, ce qui est intéressant à travers ces 3 témoignages, et en tout cas ce qui est très positif, c'est qu'on voit qu'il y a une diversité de solutions en fonction des territoires qui est trouvée. Il y a des innovations en matière commerciale, on voit qu'il y a aussi des effets de levier pour aider à la vitalité et à la viabilité des commerces. Et donc c'est vraiment intéressant, mais effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, ça ne s'improvise pas. Alors nous, à la CCI, on intervient effectivement régulièrement aussi auprès des collectivités pour les aider à trouver des solutions. Alors on a une approche en général en 2 volets. D'abord, une approche, d'un côté, on analyse l'offre commerciale en présence, qui sont les commerçants, quels sont leurs projets, quelles sont les cellules qui sont vacantes, quels secteurs peuvent manquer. Et puis d'un autre côté, on analyse la demande. Donc on collecte là de l'information et de la data auprès des habitants, auprès des consommateurs, pour savoir où ils consomment, pourquoi ils consomment à cet endroit-là. Et du coup, on a, à travers ce rapport offre-demande, des marges de reconquête du commerce qui est possible. Donc, ça permet de bien identifier les secteurs qui sont à préserver et à conserver, ceux qui sont à développer ou bien à faire émerger. On regarde aussi, et c'est important aussi de l'avoir bien en tête, c'est la question des facteurs de commercialité. C'est-à-dire, je parlais de l'environnement tout à l'heure et de l'écosystème. Véritablement, qu'est-ce qui va favoriser la vitalité d'un commerce à travers l'accessibilité, le stationnement, la mixité urbaine, les flux, l'accessibilité, les linéaires commerciaux, l'ambiance d'achat, etc. Donc, un ensemble d'éléments, l'animation commerciale, bien sûr aussi, tout ce qui va faire qu'on va avoir un commerce, enfin, en tout cas, des éléments propices à la vitalité du commerce. Alors, juste pour l'exemple de Montreuil-Bessé, parce que je travaille à la CCI de Maine-et-Loire, et donc monsieur le maire a bien effectivement rappelé l'ensemble des projets. Donc nous, CCI, on participe effectivement à cette foncière puisqu'on est à son capital, mais je voulais aussi dire que notre rôle dans ces projets, ça a été d'accompagner un porteur de projet, une commerçante en l'occurrence, qui a créé le salon de thé. Donc bien en amont effectivement de la foncière, on avait été en aide, on va dire, du porteur de projet dans notre démarche entrepreneuriale. Donc voilà ce qu'on peut, pour prendre un peu aussi de hauteur sur les sujets, ce qu'on peut rappeler, ces éléments d'études de marché qui sont vraiment importants pour le commerce de demain. Merci beaucoup pour vos interventions, messieurs. Pour les participants, n'hésitez pas à poser des questions aussi dans le chat. Juste après la 2e séquence, on fera un temps de réponse. On redonnera la parole aux intervenants pour qu'ils puissent répondre à vos questions. Maintenant, je vous propose de passer sur la 2e séquence, donc avec 2 exemples sur l'attractivité commerciale du territoire. On aura le témoignage d'Éloane Chalopin, développeur économique à la communauté de communes Grand-Lieu, qui anime le dispositif des cartes cadeaux petits commerces. C'est une carte cadeau qui permet de favoriser les achats dans les commerces du territoire. Et M. Denis Whistler, donc, qui est responsable du pôle développement économique et numérique à la communauté de communes Loire-Lucé-Versé, et qui a développé une solution numérique, Félix le Petit Loire, qui est un interlocuteur IA qui vous donne donc des informations concernant les commerces du territoire. Alors, pour commencer, on va reparler aussi avec chacun des intervenants du lancement du projet, de l'objectif de chacune des solutions et comment la collectivité aussi s'est impliquée dans ce projet.
Monsieur Chalopin, je vous laisse peut-être commencer. Oui, bonjour à tous, merci pour cette introduction. Donc, je suis effectivement Éloane Chalopin, développeur économique en charge de la création de la reprise d'entreprise et puis du soutien au commerce chez Grandlieu Communauté. Donc, pour contextualiser un petit peu, donc Grandlieu Communauté, c'est une communauté de communes de 9 communes situées au sud de Nantes, près du lac de Grandlieu pour certains qui connaissent. On est sur 42 000 habitants et environ 200 commerces. Donc effectivement, à la sortie de la crise du Covid en 2022, Grandlieu Communauté a souhaité donc soutenir les commerçants, notamment de centre-bourg, en lançant une carte cadeau 100% locale, petit commerce, donc j'achète Grandlieu. Donc le choix a été de se diriger vers le prestataire, comme je le disais, petit commerce, pour mettre en place un dispositif simple et puis vertueux pour le territoire. Aujourd'hui, les commerçants qui sont éligibles aux critères qui ont été décidés par les élus communautaires, donc que sont notamment être un commerce physique, moins de 300 mètres carrés sur le territoire. Une fois inscrits, ils ont accès à un compte personnel sur le site Petit Commerce. Donc, grâce à ce compte, ils peuvent encaisser donc, des cartes cartonnées ou dématérialisées qui peuvent être données par leurs clients. Ces cartes, elles sont sécables et elles se composent d'un QR code. Donc, le principe, il est assez simple. Une fois que le commerçant a son espace sur la carte cadeau, il peut flasher le QR code et puis inscrire le montant qu'il souhaite encaisser. Comme je le disais, ces cartes, elles sont sécables, donc elles sont potentiellement utilisables dans plusieurs commerces. Pour encaisser ces cartes, le commerçant, il doit se doter d'un téléphone, d'une tablette reliée à Internet ou un logiciel de caisse également relié à Internet. Chaque semaine, le commerçant se voit rembourser le montant qu'il a encaissé la semaine d'avant sur le RIB qui est associé à son compte. Et puis, donc moi, mon rôle au niveau de la communauté de communes, c'est de faire rentrer évidemment des commerçants qui rentrent dans les critères dans le dispositif, parce que pour eux, ce dispositif, il est 100% gratuit, il est pris en charge par la communauté de communes. C'est également de faire connaître le dispositif auprès des entreprises pour qu'elles puissent en offrir à leurs salariés. Voilà. Et puis également auprès des mairies pour qu'elles puissent en offrir à leurs agents, à leurs nouveaux arrivants, aux mariés, aux pacsés, voilà, tout un tas d'exemples qui peuvent être faits. Mon rôle également, c'est de faire connaître le dispositif en organisant des jeux concours en lien donc avec notre service communication sur les réseaux sociaux ou dans les différentes communes pour faire gagner des cartes aux habitants, pour faire connaître le dispositif. On a également mis en place des commerçants ambassadeurs pour qu'ils puissent revendre des cartes directement dans leur boutique, en plus de pouvoir s'en procurer directement sur le site de Petit Commerce. Et puis, on a mis en place également un annuaire des commerçants adhérents, en plus de l'annuaire en ligne sur le site du prestataire pour connaître un peu les commerces qui peuvent encaisser la carte. Donc, pour la collectivité, ce dispositif, il a bénéficié d'une subvention de la Banque des Territoires dans le cadre du plan de relance de 2022, donc à la sortie du Covid, pour la mise en œuvre de chèques locaux digitalisés. Donc, c'était une aide de 5 000 € à l'époque. Et puis, chaque année, le coût vraiment pour la collectivité, c'est une commission sur le montant des cartes réellement encaissées par les commerçants, qui est de 7,2% TTC. Voilà. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Monsieur Wissler, si vous voulez prendre la suite pour parler du lancement de votre projet. Monsieur Wissler, est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression. Est-ce que vous m'entendez bien là? Oui, c'est bon. Parfait, très bien. Merci beaucoup donc, de me laisser la parole ce matin pour vous présenter le projet Félix Le Petit Loir. Effectivement, moi je suis responsable du pôle de développement économique et numérique de la communauté de communes Loire, Lucé, Bercé. Pour ceux qui connaissent, c'est le secteur sud de la Sarthe, dans la vallée du Loir. Donc les villes phares sur ce territoire sont la Chartre-sur-le-Loir, Montval et le Grand Lucé. Nous, notre problématique était un tout petit peu différente, c'est que sur notre territoire, nous avons environ 400 offres, commerces, artisanat, services à disposition du grand public. Et en fait, on a réfléchi en se demandant comment mettre en valeur ces individualités qui sont soit dans des boutiques, soit dans des espaces, soit en micro-entreprises, pour les valoriser. Et on s'est dit, le mieux, c'est de les fédérer à travers une sorte de catalogue. Mais un catalogue, au XXIe siècle, ça s'appelle un site Internet. Et au XXIe siècle, avec l'IA, ça s'appelle un site Internet interactif qu'on a voulu créer. Donc on s'est dit, finalement,
pour fédérer toute une énergie positive de ces commerçants dans ces villages qui ont besoin de nous. On va créer une mascotte virtuelle grâce à l'IA, encore une fois. Donc tout ça a été généré par mes services, en fait, où on a créé un petit Loir, en fait, un petit futé qui connaît tous les bons plans du territoire. Il s'appelle Félix. Félix, c'est un nom qui a été choisi par brainstorming de toutes les équipes du territoire de l'UCBRC. Et donc, Félix, le petit Loir, vous emmène sur son site pour l'instant. Et sur ce site, il y a 400 offres de commerce, artisanat, services. Donc, nous avons créé 400 fiches totalement identiques où il y a un descriptif, il y a une photo, il y a une présentation du produit, du commerce et compagnie. Il y a tous les réseaux sociaux, à la fois Facebook, Insta, la page internet du site. Il y a un moyen de le contacter. Et en fait, l'idée, c'est de créer une interactivité entre le lieu physique commerce et le virtuel qui est Internet. Alors, je ne vous ai pas tout dit, puisqu'en fait, le site n'est pas que sur Internet, mais il est également sur la téléphonie mobile. Donc, l'idée, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, nous avons développé un 2.0, mais on est en train de développer le 3.0 du site Félix Le Petit Loir, puisque quel que soit le lieu sur le territoire Loire-du-CBRC sur lequel vous allez vous trouver, le téléphone vous géolocalise et à tout instant, vous pouvez demander, par exemple, où puis-je trouver du pain? Voilà. Donc, je suis n'importe où sur le territoire, j'interroge Félix et je dis, Félix, où puis-je trouver du pain? Donc là, il va savoir le jour que nous sommes, l'heure, les fermetures et compagnie de toutes les boutiques, et il va vous dire immédiatement, le plus proche boulanger de là où vous êtes est à 3 km, il est encore ouvert jusqu'à 12h30, par exemple. Donc ça, c'est une façon pour nous de faciliter le trafic. Et pour moi, l'économie, pour qu'elle marche bien, il faut qu'elle soit fluide. Et plus on fluidifie, plus on renseigne le consommateur, qu'il soit local ou touriste, parce qu'on est très touristique sur la vallée du Loir, on a beaucoup de Français et beaucoup d'Anglais qui viennent chez nous, donc le site sera bien sûr en français et en anglais. Ça permet à chacun d'avoir une réponse qui n'est pas forcément une réponse donnée par la grande distribution. Je ne veux pas opposer grande distribution à petit commerce, mais je veux apporter une solution au petit commerce parce qu'on sait bien que dans les centres-villes, le petit commerce, c'est la vie du village. Donc, on a besoin d'avoir le dernier commerce ouvert. Donc, en fait, en fédérant tout le monde à travers une bannière qui s'appelle Félix le Petit Loir, une petite mascotte rigolote qui parle sur Internet, qui vous donne des bons conseils, on donne de la force à chacun et puis on donne une personnalité à ces commerces par rapport aux très grandes marques que nous on connaît tous. Voilà. Alors, en termes de coûts, c'est une opération qui n'a pas coûté très cher puisque c'est un site internet qui a été créé sous le logiciel Wix. Donc en gros, c'est juste l'hébergement autour de 300 € annuels. C'est du coup à Jean, puisque j'ai mon bras droit qui est un geek et qui a tout conçu, tout créé. Et moi, j'ai créé l'interaction avec les commerçants pour qu'ils adhèrent au projet et qu'ils rentrent dedans. Et que surtout, la page qu'on leur a créée leur permette également d'apparaître mieux sur Google. Donc un petit commerce qui apparaît dans un village de 300 habitants, aujourd'hui, il est googlisé grâce à ce système. Et mine de rien, c'est très important. Merci beaucoup, Monsieur Wissler. Ça fera aussi écho aux questions qui peuvent être posées sur le chat. Je vous propose qu'on parle également des impacts de vos solutions sur les territoires et les retours que vous en avez. Monsieur Chalopin, je vous laisse commencer de nouveau. Oui, effectivement. Donc, à ce jour, on a 65 commerçants qui sont adhérents au dispositif. Donc, comme je le mettais dans le chat par rapport à la première question qui m'a été posée, donc on a des nouveaux commerçants qui s'installent et puis qui adhèrent au dispositif lorsqu'ils sont éligibles. Donc, c'est fortement apprécié. C'est aussi un outil supplémentaire donc, au niveau territorial, donc, que ce soit par la communauté de communes et par les mairies. Donc, c'est quand même aussi entre guillemets une bonne pub pour la municipalité en place, pour les commerçants qui s'installent. Donc à ce jour, chaque année, on est en moyenne aux alentours de 20 000 € de cartes vendues, surtout donc un dispositif qui fonctionne aux périodes de Noël. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à ça. Merci beaucoup, Monsieur Wissler. Vous voulez prendre la suite? Alors, sur le nombre d'adhérents, nous avons actuellement 300 à 350 commerces qui sont adhérents. Enfin, c'est gratuit, donc ils sont inscrits tout simplement. Donc, la fiche a été réalisée, ils l'ont validée. L'intérêt de la fiche, c'est qu'elle permet de continuer l'expérience terrain. Et je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a également créé, grâce à ce site, un autocollant avec un QR code qui se pose sur le commerce. Ça veut dire que lorsque vous allez devant le commerce, par exemple, et qu'il est dimanche 13h45, par exemple, vous êtes touriste et que vous êtes devant une boutique qui est fermée, eh bien, c'est pas très grave puisque vous allez flasher le QR code de la boutique de Félix et vous allez pouvoir entrer sur la page
interactive de ce site et laisser un message et ou demander à quelle heure ça réouvre, ou si le produit peut être livré, compagnie. Donc en fait, l'objectif, c'est de prolonger l'expérience terrain à travers le virtuel et la téléphonie mobile. Merci beaucoup. De nouveau, Monsieur Rouchou, si vous voulez nous donner quelques éléments suite à ces interventions. Oui, pour donner quelques éléments complémentaires, en tout cas, je voulais souligner l'intérêt, le fort intérêt de ces deux témoignages, et on voit bien encore là l'innovation commerciale qui est à l'œuvre, c'est vraiment très intéressant. Ces deux exemples, ils ont des points communs parce qu'ils sont vecteurs de flux, ils sont vecteurs de récurrence, et ils sont vecteurs aussi de fidélisation, et c'est très important pour agir sur l'attractivité commerciale, qui est un peu le thème finalement de cette séquence. Moi, je voulais donner deux autres exemples. Il y a les unions commerciales. Alors nous, au niveau de CCI, on accompagne les unions commerciales, on les aide à se structurer, à créer une dynamique autour de projets. On va même parfois jusqu'à aider au programme d'animation. Et puis, en Mayenne, par exemple, à la CCI de Mayenne, on va encore plus loin puisqu'on met en place un appel à projet pour soutenir les actions les collectives les plus dynamiques, et avec à la sortie, financièrement et techniquement, un soutien qui est apporté aux unions commerciales par la CCI. Donc, c'est notamment ce qu'on fait en Mayenne, mais c'est un des exemples. On a un deuxième levier et deuxième exemple que je voulais aussi souligner, c'est la question des boutiques tests ou des formats innovants, boutiques éphémères. Alors nous, en Maine-et-Loire, on vient de mettre en place que la CCI disposait d'un local en centre-ville à Angers, et on vient de mettre en place un concours avec un commerçant qui s'est installé il y a peu de temps, enfin un groupement de commerçants qui s'appelle l'Arpoticaire, et qui est un ensemble d'artistes qui sont installés sur un local commercial, donc pour une durée de 2 ans. Mais à travers ces exemples-là, on souhaite pouvoir ancrer la dynamique commerciale et apporter de l'animation sur le centre-bourg ou centre-ville. Voilà pour des exemples complémentaires à ceux qui ont été apportés. Merci beaucoup pour tous les témoignages et pour les éléments complémentaires. On va basculer sur la partie plus questions-réponses. On va prendre quelques questions qui ont été posées sur le chat, mais n'hésitez pas à en reposer de nouvelles pour pouvoir avoir les réponses des intervenants. Christian, je te laisse nous partager la première question. Oui, merci Céline. Beaucoup d'interventions sur le fil de discussion. Déjà, un merci particulier à Philippe Boissel qui a pris le temps de répondre effectivement en direct sur les nombreuses interrogations sur le modèle de l'épicerie associative, avec beaucoup de questionnements sur la fixation des prix, sur le nombre de TP, 1,5 ETP salariés, plus évidemment des bénévoles. Vous retrouverez tous les éléments effectivement dans le fil de discussion et les réponses de Philippe. Peut-être juste avant de rentrer dans le déroulé des questions, une petite question pour Éloane Chalopin sur juste le fonctionnement de la carte cadeau et notamment son coût. Est-ce qu'il y a un investissement préalable pour les entreprises afin justement de créditer ces fameuses cartes? Non, effectivement, comme je le mettais effectivement dans le chat, les entreprises, elles peuvent donc réaliser un devis personnalisé sur le site directement de Petit Commerce pour faire une commande, par exemple, de, je dis n'importe quoi, 20 cartes de 50 €. Et ensuite, voilà, si effectivement elles les commandent en cartonné, donc en physique, et qu'elles les reçoivent par voie postale, il peut effectivement y avoir un petit coût supplémentaire pour l'envoi, mais mis à part ça, non. Et puis si c'est en format dématérialisé, il n'y a pas de coût supplémentaire. Question subsidiaire, est-ce qu'il y a une durée de validité sur ce fameux programme? Oui, tout à fait. Donc, à réception, enfin, à date d'activation, la carte est valable 1 an. Après, voilà, si des personnes souhaitent prolonger cette carte, il suffit d'en faire la demande auprès de la communauté de communes. Et nous, avec Petit Commerce, il est assez simple de la prolonger d'1 mois. Merci, Éloane. Question également complémentaire à Monsieur Wissler sur tout simplement les freins par rapport à l'usage du numérique pour certaines personnes.
C'est une des questions effectivement de l'un des participants sur presque un peu le positionnement stratégique de la communauté de communes par rapport à un outil et une partie de la population qui pourrait être en difficulté par rapport à l'usage du smartphone et de ce type d'outils. Oui, alors c'est vrai qu'il y en a. Le premier souci, c'est la couverture réseau des réseaux téléphoniques. Donc on est parfois sur des zones d'ombre, donc là on peut avoir un souci. Et il y a des villages chez nous qui sont en zone d'ombre. Maintenant, on parie aussi sur le fait que beaucoup ont leur téléphone portable sur eux, donc même des personnes moins geeks ou plus âgées. Donc on espère que ces personnes-là vont adhérer. Maintenant, il est évident qu'on ne peut pas faire adhérer de 7 à 77 ans tout de suite. Donc on commence par la tranche la plus connectée, entre guillemets, et qui petit à petit va expliquer l'intérêt de la chose, peut-être même en famille, aux grands-parents ou personnes plus âgées. Il est vrai que la question que tout le monde se pose sur un territoire comme le nôtre, c'est par exemple, un dimanche, où trouver un plombier, par exemple. C'est, je viens un week-end ici, j'ai un problème de plomberie. Bon, et on n'a pas la réponse autrement. Donc en fait, Félix est le seul qui va pouvoir donner la réponse aujourd'hui à quelques urgences comme celle-ci, un électricien, un plombier ou un vétérinaire, c'est mon chien, ceci, voilà. Donc c'est l'instantanéité, donc il n'y a que la téléphonie mobile qui peut donner ça finalement. Donc c'est un système qui va fonctionner, on va le perfectionner. Et l'IA qu'on a intégré dedans, parce qu'on travaille beaucoup l'IA, nous, au sein de Loire-Cowork, Maison de l'Innovation, c'est effectivement d'apporter des réponses instantanées à des questions, parce que comme on a mis toutes les datas des 350-400 commerces du territoire sur le site, on a tous les datas. Donc on a les horaires d'ouverture, les tarifs, les jours de fermeture, on a tout. Donc on peut donner des réponses instantanément. Vous, vous expérimentez de fait effectivement ces nouveaux usages. Il y a une question sur le retour que vous pouvez faire en termes de pratique. Est-ce que vous avez déjà des chiffres de Alors, participation? le site a été lancé il y a un an. Ce qu'on regarde, c'est les taux de fréquentation grâce à Google. C'est qu'en fait, ce qui nous plaît, nous, c'est de voir que les 350 boutiques aujourd'hui, elles ont trouvé une place entre la première et la quatrième ligne sur Google. Donc, c'est quand même très important pour des boutiques qui n'existaient pas du tout sur Internet avant. Et notamment, je pense à des petits artisans qui lancent leur activité et qui d'un seul coup apparaissent sur Google. Ils existent au niveau même mondial, entre guillemets, alors qu'ils sont purement locaux, sans boutique même, hein, parfois. Donc, c'est ça. Le but, c'est de donner une visibilité, c'est d'offrir à des personnes de talent, parce qu'en fait, on a des artisans de talent sur notre territoire qui n'ont pas forcément les moyens ou la connaissance commerciale ou marketing ou autre pour être connus du grand public. Et Félix lui apporte cet éclairage, en fait. Le petit Loir, c'est le petit futé, le petit guide, celui qui a les bons plans, et il va vous donner tous les bons plans qu'il faut. Voilà. C'est très clair. Merci à vous. Deux questions complémentaires également sur le fil. Peut-être, est-ce que Olivier Grit, maire du Giroir, est encore parmi nous? Si oui, il y avait une question Oui. plus précise, merci, tout simplement sur le mode d'emploi, d'accès pour rentrer, si j'ose dire, dans la supérette API. Le mode d'accès, c'est très simple. Il suffit de télécharger l'application API et d'avoir sa carte d'identité, enregistrer son numéro de téléphone, un scan de la carte d'identité, et vous avez l'accès immédiat à la supérette sur l'ensemble du territoire français. D'accord. Et donc, Ouais. pas de présence physique au quotidien dans le local. On a une personne qui se charge d'approvisionner la supérette. Au niveau rentabilité, donc c'est une personne pour 3 supérettes dans un rayon de moins de 30 km. Donc cette personne, il y a tous les produits frais qui sont livrés le mardi, les autres produits sont livrés le jeudi. On a l'employé qui est donc là 2 jours par semaine sur une bonne demi-journée pour faire l'approvisionnement. Et ensuite, il repasse tous les jours, sauf le dimanche, pour faire la mise à jour des rayons et regarder les dates de péremption et remettre le bâtiment propre si nécessaire. C'est très clair. Merci à vous. Je poursuis les différentes interventions. Lors de l'intervention de Monsieur Bonin, il y a eu beaucoup de questions tout simplement sur la façon de saisir les foncières en département. Moi, j'aurais voulu tout simplement avoir, donc il y a eu des contacts qui ont été partagés. J'aurais voulu avoir votre regard, Pascal Ranchou, justement sur le rôle des foncières, justement finalement dans la capacité à faciliter cette action des collectivités, des communes.
Oui, il y a les leviers, les foncières. Alors sur le Maine-et-Loire, on a 2 foncières commerce. On en a une pour Angers et une pour le reste du département. Ces foncières, elles ont pour objectif effectivement d'intervenir là où on va dire on a une carence d'initiatives privées ou alors là où finalement les montages sont un peu complexes. Donc l'avantage de la foncière, c'est qu'elle apporte, on va dire, un investissement sur un local et elle va faire effet levier, c'est-à-dire que si elle apporte 100, elle va pouvoir ensuite emprunter à x3 ou x4 auprès des banques. Donc c'est vraiment l'intérêt de la foncière, c'est de démultiplier l'effet levier et puis de permettre effectivement à des porteurs de projets de pouvoir fonctionner de manière plus légère et d'être sur un remboursement ensuite qui va être plus étalé dans le temps. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est de se substituer finalement, alors pas se substituer à l'action publique, mais d'être complémentaire à l'action publique en apportant un effet levier important sur le territoire grâce à la capitalisation de ces foncières qui est, alors en Maine-et-Loire par exemple, chaque foncière au départ avait été capitalisée à hauteur de 2 millions 200 000 euros. Là, il y a une augmentation de capital qui a été faite, qui est en train de se faire parce qu'on a des projets nouveaux et qu'il faut pouvoir y répondre. Donc, c'est vrai que, voilà, mais c'est structurant aussi pour les territoires. Bon. Je ne sais pas si je réponds à la question à travers ça. Oui, tout à fait. Et alors, je ne sais pas si c'est pour vous, effectivement, cette question, Pascal, ou pour Monsieur Bonin, il y avait une question ou tout simplement une exploration des outils en matière de planification, urbanisme, aménagement du territoire, afin de limiter ou d'orienter géographiquement l'installation, alors j'imagine, des moyennes ou grandes surfaces low cost à l'échelle d'une commune ou d'une intercommunalité. Quels sont les outils dans la palette d'action d'un élu local? Alors là, je pense que c'est peut-être plus Monsieur Bonin qui pourrait répondre. Moi, je peux apporter quelques éléments à ma connaissance. Sur la planification, effectivement, il existe, on va dire, quelques outils. On a les outils qui sont liés au PLUI, où on peut mettre en place des opérations qui localisent le commerce de détail sur des secteurs particuliers. On a la possibilité aussi de mettre en place des linéaires commerciaux dans certaines rues. Et puis, on a la possibilité, effectivement, le PLU offre la possibilité soit d'interdire, soit d'autoriser des activités commerciales en fonction des secteurs. Voilà, donc après c'est en fonction évidemment de la stratégie de chaque collectivité de mettre en place ces outils. Maintenant, il y a les SCOT aussi qui peuvent définir, entre les SCOT, les PLU, qui peuvent définir effectivement des grandes orientations pour le territoire en localisant de manière préférentielle le commerce de détail à certains endroits et le plus grand commerce par ailleurs. Donc, voilà. Mais je serais plus à l'aise parce que ça dépend un peu des stratégies de chaque collectivité. Donc, Votre regard, Marc Bonin, si vous êtes Oui. toujours parmi nous? Oui, je suis toujours là. Oui, c'est ça la réponse, c'est Scott PLU. Effectivement, c'est des réflexions qu'on a, nous, en intercommunalité. C'est-à-dire, dans le Scott, il y a une réflexion là, qui a été faite de ne pas pouvoir installer ailleurs que dans les centres-bourgs des commerces à moins de 250 ou 300 mètres carrés. Et au-delà, s'il y avait vraiment un besoin d'amener des commerces donc, plus importants, donc peut-être type d'offres commerciales, on pouvait éventuellement aller dans les zones artisanales, mais pareil, là, que limité à certains secteurs, pour éviter effectivement des installations un peu à tout va à l'extérieur des cœurs de ville. Et puis, donc ça, c'est vraiment une politique, effectivement, une politique de territoire, et on est très engagé, enfin, on est en train de travailler là-dessus sur le SCOT et le nouveau PLU qui va se mettre en place dans les toutes prochaines années. Enfin, dans les 2 ans qui arrivent. Et également, dans le cœur de ville, alors tenter de ne pas faire changer de destination lorsqu'il y a un commerce qui cesse son activité,
ne pas faciliter le changement de destination de l'espace commercial, c'est-à-dire de le figer quelques années avant qu'il puisse éventuellement partir sur d'autres destinations, notamment ce qui arrivait trop souvent vers des logements. Et voilà les leviers qu'on peut avoir pour éviter justement une déperdition de nos espaces. Et puis conserver une dynamique au sein de nos villes, du cœur de nos villes. Donc Scott PLUI, oui. Parfait. Et bien écoutez, à vos questions encore pour la dernière partie de l'intervention. Je te rends la parole, Céline. Et peut-être juste, Monsieur Ballet qui lève la main, on ne va pas pouvoir ouvrir en fait les micros d'un point de vue technique. Donc n'hésitez pas à poser votre question par écrit et on la relaiera dans le dernier temps. Merci beaucoup, Christian, pour les questions. On va entamer la dernière séquence. On aura une deuxième aussi, un deuxième temps de questions-réponses à la fin de cette prochaine séquence. Pour cette prochaine séquence, qui est donc la dernière, on va parler un petit peu de gouvernance commerciale. Et pour ça, on va partir en Bretagne et dans le Lot-et-Garonne avec Solène Dubourg, qui est chargée de développement du commerce dans le centre-ville de Ploërmel et qui a animé la démarche de la charte des assises du commerce. Et Charlotte Rousseau, qui est chef de projet de développement territorial dans le pays de la vallée du Lot et qui coordonne un réseau d'action à l'échelle du territoire du syndicat mixte de la vallée du Lot et qui vont vous présenter leurs actions. Alors, pour commencer, Madame Dubourg, je vous laisse présenter votre projet de charte des assises du commerce. Oui, bonjour à tous. Donc, effectivement, pour resituer rapidement le contexte, donc Ploërmel, c'est une ville-centre d'environ 10 000 habitants. Elle est située au cœur de l'intercommunalité. Elle joue du coup un rôle qui est structurant en matière d'activité commerciale et de services. Et on a donc une zone de chalandise qui est estimée à peu près à 100 000 habitants. À Ploërmel, en fait, la démarche des assises du commerce, elle est née dans une période qui était particulièrement compliquée. Les commerçants faisaient face donc à un contexte national qui était très difficile, auquel se sont ajoutés d'importants travaux en centre-ville. Même si ces travaux étaient nécessaires, ils ont eu forcément un impact qui était direct sur l'activité et ont du coup parfois généré des tensions et des incompréhensions. Face à cette situation, l'objectif, il a été de recréer un cadre d'échange afin de pouvoir avancer collectivement et d'identifier des solutions pour soutenir le centre-ville. Donc, pour accompagner cette démarche, la ville s'est appuyée donc sur un cabinet de conseil afin d'apporter une méthode de travail et un regard extérieur pour structurer les échanges. Et c'est donc dans ce contexte qu'est née la charte des assises du commerce. Elle permet en fait de poser un cadre commun, de clarifier les engagements de chacun et la manière de travailler ensemble. L'idée principale est de mieux organiser les échanges entre la ville et les commerçants afin de construire une dynamique qui soit plus lisible et plus stable dans le temps. Dans ce dispositif, du coup, la ville a joué un rôle de coordination et d'animation afin de faire vivre cette démarche dans la durée. Et donc, je passe la parole à Charlotte. Charlotte, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez? Céline, on peut peut-être poursuivre l'échange effectivement avec Solène Ouais. et puis on va contacter Charlotte à côté avec Voilà. Et Madame Dubourg, du coup, je vous laisse nous parler un petit peu de l'échelle de vos actions, la gouvernance que vous avez mis en place et laisse continuer sur ce sujet. Oui, parfait. Donc, pour mobiliser les acteurs, on a d'abord mis en place donc, une organisation qui était simple et lisible. La ville de Ploërmel, en fait, elle a travaillé directement avec les commerçants et les élus, avec la volonté de créer un cadre dans lequel chacun puisse donc s'exprimer et participer. Donc, concrètement, ce qu'on a fait, c'était des temps d'échange qui étaient réguliers. On les a instaurés autour d'un objectif commun. C'était construire ensemble une feuille de route réaliste avec des actions du coup qui étaient utiles pour le centre-ville. Il y
a eu donc un élément déclencheur qui a été important, ça a été le travail qu'on a réalisé autour du profil du client de Ploërmel. Donc en fait, on a diffusé un questionnaire qui a permis de recueillir près de 1000 réponses sur les habitudes d'achat en fait sur le centre-ville de Ploërmel et en extérieur. Le partage des résultats, du coup, avec les commerçants, ça a permis de faire évoluer les échanges. Les discussions, en fait, elles ont été, du coup, appuyées sur des données qui sont concrètes et sur les attentes qui sont réelles des consommateurs. Ça a donc permis de faciliter le dialogue et ça a permis donc d'avancer de manière plus sereine. Dans ce cadre, la charte, elle sert alors de fil conducteur, pardon. Elle permet de garder un cap commun, en fait, de clarifier le rôle de chacun et puis surtout d'assurer un suivi des actions dans le temps. Voilà. Merci beaucoup. Je retente avec Madame Monceau. Est-ce que votre micro remarche? Pas l'impression, donc Madame Duvaux, je vous laisse continuer pour nous parler des actions concrètes. Oui, très bien. Donc concrètement, la charte et la démarche des assises du commerce, elles se traduisent aujourd'hui par plusieurs actions en fait qui sont visibles directement sur le terrain. Donc d'abord, on a mis en place une newsletter commerciale qui nous a permis de maintenir un lien régulier avec les commerçants, de partager aussi les informations utiles, donc notamment des événements à venir, les travaux en cours ou à venir, les mouvements commerciaux, des rendez-vous proposés par la Chambre de commerce et d'industrie ou alors la Chambre des métiers d'art, et ainsi que les principales échéances à venir. Nous avons également instauré 3 petits déjeuners économiques par an. L'idée, c'est d'avoir des temps d'échange qui sont simples et qui permettent d'aborder les sujets du moment et de maintenir un dialogue régulier avec les commerçants. Par ailleurs, du coup, la coordination des animations commerciales a été renforcée. Aujourd'hui, la ville, en fait, elle accompagne les initiatives locales, aussi bien sur le plan financier que logistique ou organisationnel, afin de soutenir en fait les actions, participant ainsi donc à la dynamique du centre-ville. D'autres mesures complètent cette démarche. Par exemple, on a mis en place la gratuité du réseau Rive-Bus et du Rive Transport à la demande, ainsi qu'un renforcement de la communication pendant le mois de décembre et durant la période estivale. L'idée, c'est de valoriser les animations portées par les associations de commerçants et par les acteurs locaux. Progressivement, du coup, ces actions ont produit des effets qui étaient très concrets. On a eu une meilleure coordination entre les acteurs, une visibilité qui a été plus claire du coup de toutes les initiatives qui ont été prises sur le secteur de Ploërmel et une dynamique commerciale qui est donc plus régulière et donc plus lisible dans le temps. Pour conclure, les assises du commerce à Ploërmel, elles ont surtout permis de remettre de la méthode et de la clarté dans la manière de travailler ensemble. On est parti d'un contexte qui était très difficile pour construire progressivement une dynamique plus apaisée, basée sur des échanges réguliers et des actions concrètes. La charte aujourd'hui, elle joue un rôle simple mais qui est essentiel. Elle constitue en fait un repère commun et elle permet de conserver un cap partagé dans la durée. Donc aujourd'hui, l'enjeu, il est assez simple et somme toute assez compliqué, c'est de poursuivre dans cette dynamique afin de soutenir durablement le commerce et l'attractivité du centre-ville. Merci beaucoup pour votre intervention. On avait une question dans le chat sur combien de la conception de cette charte, combien de temps a-t-elle pris? À peu près 1 an. À peu près 1 an parce qu'en fait, on a d'abord commencé par, c'est les différentes étapes qui ont été longues. On a d'abord commencé, donc comme je le disais, par, ce questionnaire qu'on a diffusé, via, des étudiants, dans le centre-ville de Ploërmel, mais aussi sur les zones d'activité. Ensuite, on a dû analyser les résultats forcément qu'on a reçus. On a dressé donc justement ce fameux portrait robot et ensuite on a fait, 3 rencontres avec les commerçants de la ville, 3 grosses rencontres. Avec, justement un cabinet extérieur qui nous a aidés dans cette démarche et par la suite, on a pu proposer la charte. Donc la charte, elle a été signée, en décembre 2024, si je ne m'abuse. Donc oui, à peu près 1 an. OK, merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce que, Charlotte Rousseau, vous nous entendez? Non, j'ai l'impression que le micro ne marche toujours pas.
Et alors, je continue avec vous, Madame Dubourg, on a une Oui. question d'une participante qui souhaite savoir si on peut accéder à votre charte et s'il existe un exemple des newsletters que vous avez mis en place. Oui, bien sûr. Alors, un peu plus haut dans la discussion, il me semble que j'ai vu Christian qui avait effectivement mis le lien de la charte. Donc, vous l'avez un peu plus haut. Hops. Et au niveau de la newsletter, on est en train d'en faire une actuellement. Donc, j'en ai une sous les yeux que je peux vous mettre en copier-coller, parce que c'est un mail en fait que j'envoie aux commerçants. On utilise du coup Brevo pour leur envoyer ce mail-là. Je vous trouve ça tout de suite. Hops. Alors, newsletter. Bonjour à tous. Ah, Charlotte. Eh J'avais pas bien, accès, j'avais pas accès au déblocage du micro. Je suis désolée. pas de souci. Je vous laisse nous présenter aussi, vous, le rôle du syndicat mixte, la vallée du Lot, et de nous présenter aussi les actions concrètes que vous avez pu mener dans ce cadre-là. Oui, tout à fait. Alors, du coup, le Pays de la Vallée du Lot, donc pour contextualiser un petit peu, donc on est dans le Lot-et-Garonne. Pays de la Vallée du Lot, c'est un syndicat mixte ouvert. On a 5 intercommunalités, environ 112 000 habitants. Et dans nos missions, on accompagne donc évidemment les collectivités sur la contractualisation des dispositifs de subvention et des actions liées à la revitalisation. Comme beaucoup, donc on est un territoire rural et comme beaucoup, notamment suite à la période de Covid, pour ne pas le répéter, on a été confronté à plusieurs difficultés avec des limitations commerciales, avec des commerces qui ferment, avec des élus qui parfois étaient un peu démunis face à différents enjeux, des reprises d'activités, voilà. Et après, il y a le quotidien aussi des activités commerciales et du tissu économique qui, qui, voilà, qui nous mettait en face le fait qu'il y avait des porteurs de projets, des commerçants qui étaient très isolés et beaucoup de manque de coopération entre les acteurs locaux. Donc nous, au sein du syndicat, on est là pour accompagner les collectivités et on a choisi d'avoir une approche un petit peu différente euh, de ce qu'on faisait d'habitude, mais pas forcément différente de ce que certains autres syndicats ou pays peuvent faire. Et on a fait le choix d'être un petit peu territoire d'innovation au niveau collectif et de fournir des expérimentations au territoire. Donc, on a eu la possibilité en 2021 de mettre en place sur le territoire et de tester Mon Centre-bourg, un incroyable commerce, qui était donc un marathon d'accompagnement et un accélérateur de projets. Et on a fait le choix de porter ça pour les collectivités et de le porter à échelle de pays. Ce qui était une approche un petit peu différente, puisque habituellement, ça se fait plutôt à l'échelle d'une commune, voire d'une collectivité. L'idée était assez simple, c'était d'accompagner et de faciliter la tâche des collectivités et des porteurs de projets pour révéler des projets grâce à des formats participatifs basés sur de l'opérationnel. Ça a très bien fonctionné et ça a fonctionné essentiellement avec un impact basé sur la commune qui accueillait cet événement et sur la communauté de communes. Et on s'est dit, pourquoi s'arrêter là et pourquoi ne pas en faire bénéficier chacune des intercommunalités de manière un petit peu plus proche. Donc en 2023-2024, on a gardé cette échelle de portage pays et on a décidé de faire un cycle itinérant d'accélérateurs de projets sur le territoire pour mobiliser donc les acteurs du territoire, les commerçants, les entrepreneurs, mais aussi maintenir tout le tissu qu'on avait construit sur la première édition, à savoir les collectivités, les habitants, les partenaires économiques autour de ces projets concrets. En 2023-2024, donc le bilan de ces éditions a été positif également et on a fait le choix de continuer encore en 2026 cette dynamique avec 2 nouveaux outils basés beaucoup plus sur l'opérationnel plus que sur l'accélération de projet, avec une plateforme de colocation commerciale à tester sur notre territoire. Et un marathon basé sur l'accompagnement des sessions et reprises d'activités, puisqu'on le sait, c'est des activités qui sont parfois difficiles à repérer, voire difficiles à accompagner. Voilà, donc on a décidé d'avoir
une thématique un petit peu plus proche de cet enjeu-là sur l'année 2026 avec des outils plus opérationnels. Donc l'objectif, il est, depuis le départ, resté le même, c'est de transformer des problématiques locales en dynamique collective dans laquelle tout le local s'implique. Tu veux que vous voulez que je continue peut-être sur, vu que Solène a fait son intervention déjà. Vous pouvez Au continuer pour niveau, compléter. au niveau de l'échelle et de la gouvernance, donc on a décidé de mutualiser et de coopérer. Et c'est ce qui fait aussi la force de cette démarche, c'est parce qu'on a choisi cette échelle-là et qu'on connaît aujourd'hui en local pour les actions qu'on a pu mener. On n'a plus trop besoin de présenter ces actions-là et ces innovations-là. On a juste, entre guillemets, à adapter et à présenter un petit peu les thématiques sur lesquelles on va. Donc ce choix de gouvernance mutualisée à l'échelle du pays, plutôt que de laisser chacun faire de son côté et recommencer les démarches, c'est ce qui fait aussi la force. Et concrètement, c'est ce qui nous a permis de mutualiser de l'ingénierie, de mutualiser des outils, des méthodes d'animation et le réseau des partenaires. Ça nous a permis aussi de pouvoir avoir une force de frappe sur la recherche de subventions. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué que ça l'a été il y a d'autres années. Et ça évite aussi de réinventer à chaque fois de nouvelles solutions et ça donne de la cohérence aux actions du territoire et aux stratégies territoriales. Ça lie un petit peu, et ça lie beaucoup le local et les intercommunalités. Ça fonctionne beaucoup aussi parce que il y a cette logique de coopération et que les collectivités du coup sont pleinement impliquées parce que c'est de l'opérationnel, parce que c'est un enjeu qu'il faut traiter rapidement et parce qu'il y a un côté facilitant. C'est le cas aussi pour les acteurs qui se sentent plus concernés aussi et plus impliqués parce qu'il y a tout ce réseau autour. Donc vraiment, c'est une démarche gagnant-gagnant pour tout le monde, à la fois sur des solutions qui sont éphémères sur les événements qu'on a pu mettre en place, mais à la fois sur les outils qu'on met en place là en 2026, où là du coup il y a un travail un petit peu plus sur un petit peu plus long terme de mise en place de communication, ce qui fait que la mobilisation elle est un petit peu moins prenante, un petit peu moins condensée, mais l'implication est plus longue. Donc, on est vraiment une équipe de travail sur la mise en place de ces actions sur le territoire. Le choix des formats opérationnels, tout comme les marathons et les accélérateurs qu'on a pu mettre en place, ça a permis effectivement en un peu de temps de faire émerger des idées et de révéler de nouveaux enjeux, ce qui nous permet de réinventer de repenser des nouvelles solutions pour la suite. On espère qu'après 2026, on continuera à réinventer des solutions, mais voilà, tout dépendra effectivement des financeurs. Jusque-là, on a été plutôt bien financé par la région et par la BPI, voilà, qui ont été nos principaux financeurs, nous permettant d'atteindre voilà, entre 60 et 80% de financement. Au niveau des retombées opérationnelles, c'est une méthode qui a produit des résultats concrets au niveau des accompagnements des porteurs de projets, puisqu'on a plus de 50% des bénéficiaires de ces marathons qui aujourd'hui se sont installés. Alors certains sont toujours en réflexion, certains se sont installés et malheureusement ça n'a pas fonctionné, mais en attendant, l'accompagnement a permis de révéler et de continuer l'accompagnement même après ces marathons-là. Donc on a vraiment cette dynamique collective en local qui est un résultat et un bénéfice sur le territoire. Il y a aussi un gain en compétences puisque le fait d'apprendre à travailler mieux ensemble, ça génère des résultats plus probants et ça génère aussi une envie de travailler la stratégie, pas forcément à son échelle de commune ou de communauté de communes, mais de manière un petit peu plus large. Il y a d'autres façons de les travailler et d'autres dispositifs qui amènent à réfléchir et à vouloir travailler comme ça. Mais ces solutions opérationnelles-là, y contribuent. Voilà. Pour les entrepreneurs, pour le coup, ces actions et ces dispositifs leur ont permis
soit de continuer à réfléchir, soit de s'installer, soit de créer du réseau et de ne pas se sentir isolé, puisque c'est un des constats qui avait été fait et qui sont souvent faits dans le milieu économique. Et c'est vraiment ce qui en est ressorti. Et ce que les porteurs de projets nous ont dit, c'est qu'ils avaient rencontré des gens qui étaient peut-être parfois un peu éloignés. Ils n'auraient pas pensé que ça pourrait se faire et ils ont créé du réseau, créé des partenariats, créé de la visibilité et bénéficié d'un accompagnement concret et sur du plus long terme. Au niveau du territoire, ça contribue à renforcer fortement l'attractivité, la résilience économique et une capacité aussi à maintenir des services et des activités de proximité et à dénicher des projets un peu d'exception. Avec les solutions qu'on met en place cette année, qui sont de nouveau des solutions innovantes, donc la plateforme de colocation commerciale et l'accélérateur de projets de cession et de reprise, ça s'inscrit dans cette continuité-là, c'est-à-dire de pouvoir tester des nouvelles formes de coopération et de faciliter l'installation, le maintien ou la reprise d'activité. Donc finalement, depuis 2020-2021, où on a eu l'opportunité de mettre en place des actions et ces formats un peu innovants, c'est pas forcément seulement une série d'animations commerciales qu'on a mis en place, mais c'est une méthode de gouvernance collective à laquelle adhèrent les collectivités aujourd'hui au service du développement économique local. Voilà, si vous avez des questions. Merci beaucoup pour l'intervention. Je vais relaisser la parole à Monsieur Ranchou s'il veut rajouter quelques éléments. J'ai perdu un peu des éléments du débat parce qu'on a eu une alarme incendie dans l'immeuble où je me trouve et j'ai dû descendre. Voilà, donc je suis revenu à mon poste, mais j'ai perdu quelques éléments au passage. Non, mais sur le thème de la gouvernance, simplement préciser que nous, on promeut un outil vers les collectivités et vers les entreprises qui est un observatoire du commerce de détail, qui est un outil qui permet de suivre l'évolution du commerce sur un territoire et d'anticiper les changements et les tendances de fond. Donc, c'est un outil qui vient dans la gouvernance apporter des éléments d'analyse et de dialogue. Et c'est voilà, c'est un peu notre contribution aussi qu'on apporte au territoire sur ces questions de gouvernance. Merci beaucoup pour les témoignages. Comme je vous le disais, on va prendre quelques questions de nouveau avant de clôturer ce webinaire. Christian, je te laisse relayer les questions. Oui, une question pour Solène et la ville de Pleuhermel. Un participant évoque alors la question des obligations ou, si on le prend dans l'autre sens, des incitations que les commerçants auraient à travailler ensemble avec la municipalité et pourquoi pas monter des projets entre commerçants à l'échelle d'une rue ou à l'échelle d'un quartier. Est-ce que vous avez pu effectivement développer certaines animations pour les inciter à travailler ensemble ? Alors oui, ça s'est fait. Alors ça s'est fait d'une autre manière, parce que ça s'est fait lors de ces ateliers. Nous, ce qu'on avait proposé, c'était de faire des vitrines partagées, parce que j'avais déjà certains commerçants qui le faisaient. On avait proposé effectivement donc en vitrine partagée et puis aussi de faire des ateliers ensemble. Notamment, j'avais un fromager qui faisait des soirées dégustation avec le charcutier. Enfin voilà, il y avait des choses qui se faisaient et donc on avait dans l'idée de continuer ça. Finalement, ça s'est fait, mais d'une autre manière. Donc ça s'est fait via des rues entières. Et donc c'était dans les exemples que je mettais dans le chat. En l'occurrence, il y a donc la rue de la Gare qui, via justement la charte des assises du commerce, on avait dit que l'idée était de relancer aussi des animations ensemble qui ont créé en fait pour promouvoir encore plus le carnaval, qui est un événement emblématique de la ville, de créer une course de caisse à savon. Donc là, j'ai tous les commerçants de la rue de la Gare qui sont partis sur ce concept-là. Et la course à savon a eu lieu là il y a quelques jours et ça a été un vrai succès. De la même manière, donc sur les temps d'été, pareil, il était question de créer un événement estival. Les commerçants avaient eu beaucoup d'idées, mais finalement, ça ne prenait pas forcément.
Et là, du coup, porté par une nouvelle place qui a été renommée, en fait, c'était 2 places. Les 2 places ont fusionné et sont devenues une seule et même place. Du coup, j'ai 6 commerçants sur cette place-là qui ont décidé de mettre en place les jeudis de l'été. Et donc, ça va commencer là, au mois de juillet. Donc, tous les jeudis de juillet et de août, il y aura donc une programmation musicale et un espèce d'esprit un peu guinguette sur cette place-là. Et donc, ça commence aussi là. Donc, oui, ça a bien permis de fédérer et de mettre des choses concrètement en place. Et si je comprends derrière ça, finalement, votre projet, c'était aussi de ramener des visiteurs dans le Oui, oui. centre-ville, au-delà de simples consommateurs, si j'ose dire, mais de refaire vivre le centre-ville par ce biais. Oui, c'est ça exactement, c'est-à-dire que comme on était dans cette démarche, comme je le disais au tout début, où en fait on avait eu, des travaux dans la ville, on était dans le covid et cetera, les habitants, enfin les consommateurs ont pris des habitudes différentes en fait. Ils sont partis, ils sont allés consommer dans d'autres lieux de consommation et là l'idée c'est de les faire revenir sur Ploërmel, de leur permettre de se rendre compte que les travaux sont finis, que c'est joli, que tout va bien, qu'on a du commerce, des animations et que tout est génial. Et ma foi, ça fonctionne plutôt pas mal parce qu'on a un taux de vacances, qui est pas trop élevé, on arrive à avoir pas mal de porteurs de projets qui souhaitent s'installer sur Ploërmel. Donc je pense que tout ça, en fait, ça contribue à cette dynamique-là. Bon, merci Solène pour cette publicité pour les prochains week-ends. Une petite visite effectivement à Ploërmel s'impose. Une question et peut-être une relance pour Charlotte. Euh, deux enjeux finalement ont été évoqués à travers votre présentation. La colocation commerciale, j'imagine que c'est pour faciliter l'accès à un loyer qui peut être élevé pour un porteur de projet au démarrage, et la cession reprise d'activité. Ces deux sujets finalement qu'on aborde somme toute assez peu, c'est des enjeux que vous aviez vus comme étant très importants chez vous? Oui, alors dans l'historique un petit peu de la mise en place de ces actions, donc après avoir mis en place des accélérateurs de projets, on a souhaité donc mettre en place des actions plus opérationnelles et on s'est dit que plutôt que de mettre en place des actions pour remplir les locaux vacants, l'enjeu principal c'était d'éviter déjà la fermeture des commerces qui étaient en place. Et parmi les raisons de fermeture, il y a la viabilité des activités. Il y a aussi la montée en flèche des charges. Donc la colocation commerciale, ça finalement, c'était une façon de proposer aux commerçants en place de se dire, bah, c'est quelque chose qui existe déjà. Il y a notamment les artisans d'art qui font beaucoup ça. Là, l'idée, c'est de vous accompagner, de vous faciliter la tâche parce qu'on sait que vous n'avez pas le temps au quotidien, quand on est entrepreneur, d'aller chercher, de mettre en place de la colocation, etc. Donc là, l'objectif, c'est de repérer des commerçants qui auraient besoin d'alléger leurs charges, qui auraient besoin de partager un quotidien moins seul dans leurs activités et de donner la possibilité à un porteur de projet qui a peut-être déjà une activité mais qui souhaite se sédentariser et tester la sédentarisation, ou un porteur de projet qui ne trouve pas de local et qui n'a pas besoin forcément d'un local très très grand, de venir partager tout ça. Donc encore une fois, une démarche gagnant-gagnant, mais l'enjeu principal, c'était oui, effectivement, d'éviter la fermeture des commerces plutôt que d'aller remplir des commerces, des locaux vacants. Ça, c'est une façon, c'était une autre façon aussi de traiter une problématique. Voilà, donc on en a une phase de test, hein, donc on a 11 participants, on a 11 commerçants sur le territoire qui participent à cette aventure-là. Et là maintenant, donc on en est à la phase de recherche de porteurs de projets pour les accompagner. L'idée, c'est d'avoir une plateforme un peu Airbnb, mais pour le commerce, en gros. Pour la partie session reprise, oui, effectivement, c'est un public qui est difficile sur les territoires. Alors, les développeurs économiques souvent le disent. On a peu connaissance des activités qui vont fermer et on ne sait pas trop comment les accompagner. Alors oui, il y a des dispositifs, la CCI, la CMA accompagnent, mais encore une fois, les porteurs de projets sont souvent seuls et ne connaissent pas la majorité des dispositifs. Ne savent pas forcément à qui s'adresser. Donc là encore, on se veut être facilitateur et on veut, dans le cadre du tissu partenarial et des acteurs qu'on a réussi à mobiliser sur les différentes actions, les mettre aussi à l'ouvrage pour aider le territoire à repérer, à éviter que certaines activités de niche ne ferment. D'éviter qu'il y ait des services de proximité qui ne ferment également et de contribuer à la revitalisation commerciale. Donc là,
L'objectif, ce sera, de repérer ces activités au travers d'une édition qui sera courte aussi, sur 36 heures, comme pour les marathons, et de trouver des candidats repreneurs et d'essayer de faire des rencontres, des matchs et d'accompagner les projets. Voilà, donc on est sur un test de cette édition-là. Ça fait un moment qu'on y pensait et voilà, donc là, on est content de pouvoir le mettre en place sur une édition un peu spéciale, un peu innovante. J'espère, Charlotte, que vous nous partagerez effectivement les résultats. On a partagé les liens Internet de vos différentes animations pour les participants qui souhaiteraient en savoir tout simplement plus. C'est bon de mon côté, Céline. Merci beaucoup du coup pour toutes ces questions. Je vous propose qu'on conclue ce webinaire avec le mot de clôture de Monsieur Frémy, membre du Conseil régional. Merci. Alors déjà, je voulais remercier donc tous les intervenants et les participants pour bien sûr la qualité des échanges et le partage d'expérience qui est important. Si je résume, nous sommes tous conscients que le commerce de proximité constitue le maillon essentiel pour la vitalité de nos territoires et surtout créateur de liens sociaux. Et que les collectivités, communes comme Interco, ont un rôle déterminant donc, sur la création des conditions de réussite de commerce de proximité. Cela passe bien sûr par l'identification des opportunités d'installation, par un accueil et un accompagnement adapté, et par l'intégration du commerce dans une stratégie globale d'attractivité du territoire, et c'est ce qu'avait redit tout à l'heure mon collègue Antoine Chéreau. Le rôle aussi de la collectivité dans la communication et le relais auprès des habitants, c'est important, et un maillon essentiel pour moi, c'est aussi l'expertise même du commerçant qui ont fait la réussite. Parce qu'on peut mettre en place plein de choses. Il faut bien sûr que le commerçant, lui, soit vraiment très proactif pour que le commerce soit vraiment accueillant pour les habitants. Et ça, c'est très, très important et on le voit un peu plus sur le terrain. Je voulais aussi rappeler le rôle essentiel que joue la région dans l'économie de proximité. Donc, elle dispose de compétences en matière d'aide économique et plusieurs dispositifs existent pour accompagner les commerçants. Donc, vous connaissez tous le PLCA pour la modernisation des commerces en milieu rural. Donc, PLCA, c'est Pays Loire Commerce Artisanat. Il y a aussi des programmes d'accompagnement des artisans commerçants conduits en partenariat donc, avec la CCI et la CMA pour renforcer les compétences des dirigeants, des commerçants, pour qu'ils puissent aussi se former, pour faire perdurer aussi leur commerce. Et comme ça a été dit tout à l'heure, comme pour la CCI, la CMA peut aussi proposer des études de viabilité aux communes. Ça, c'est aussi important. On a deux acteurs, deux partenaires importants à la région entre les CMA et CCI. Et puis, comme l'avait dit, je crois, Antoine en début de propos, on a lancé une expérimentation à l'Hévert. Alors, avec l'expérimentation à l'Hévert, la région s'est également engagée dans une démarche plus proactive et un suivi plus rapproché des commerçants afin d'accompagner la viabilité du commerce et adapter, bien sûr, nos soutiens en fonction des besoins des entreprises. Donc, nous recueillons actuellement des besoins des commerçants sur 5 territoires partenaires. Donc, on a Pays de Pontchâteau, Saumur-Val-de-Loire, le Pays de Cran, Pays Sablonien, Pays de Fontenay-le-Comte. Il s'agit de sensibiliser les commerçants aux aides et réseaux existants, leur donner un contact simplifié et en proximité et d'évaluer bien sûr avec eux l'impact réel de nos dispositifs parce que c'est important aussi pour le commerçant qu'il puisse avoir un réel, qu'il puisse savoir exactement ce que fait la région et les collectivités qui l'accompagnent bien sûr tout au long de sa vie d'entrepreneur. Ces démarches, c'est aussi être à l'écoute des élus locaux. Moi, j'ai, dans mon mandat, sur un an, j'ai rencontré 25 présidents ou vice-présidents de PCI en charge du commerce et de l'artisanat ou de l'économie, donc pour échanger ensemble. Donc, je serai bien sûr à votre écoute, à votre disposition pour venir sur votre territoire, pour rencontrer commerçants et artisans et puis voir avec eux comment on peut faire revenir nos commerçants, enfin nos consommateurs, parce que on peut faire plein de choses, mais il faut savoir faire revenir, et ça je l'ai vu, je l'ai entendu et je l'ai noté dans plusieurs trucs, c'est comment faire revenir
en fin de compte, le commerçant, le consommateur chez nos commerçants locaux, hein, parce que ça, c'est super important, en fin de compte, qu'on puisse consommer local. On a vu avec le Covid, en fin de compte, que le commerce de proximité avait pendant cette période un peu triste, eu un regain d'activité. Malheureusement, les habitudes des consommateurs ont repris le pas sur l'achat sur Internet, ça a été dit tout à l'heure, sur se déplacer pour aller essayer d'aller consommer un petit peu plus loin alors qu'on a plein de choses à proximité. Donc, cette démarche, c'est aussi donc, être à votre écoute. C'est pour ça qu'à la fin de ce webinaire, nous allons vous envoyer donc, un petit questionnaire, hein, que je vous demanderai bien sûr de pouvoir répondre afin de trouver aussi les coordonnées dedans de la région pour poursuivre après ces échanges. Donc voilà, merci à tous, hein, pour ces échanges riches. Mais de toute façon, sachez que je reste à votre disposition, hein, pour venir même sur votre territoire. Moi, je suis aussi un dirigeant d'entreprise, alors pas dans le commerce, mais dans l'artisanat du bâtiment, et je suis quelqu'un de contact. Donc moi, l'approche du terrain me fait pas peur, et c'est surtout, j'ai besoin d'aller à la rencontre des élus locaux, des commerçants, des artisans, pour ensemble trouver des solutions pour notre commerce. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour votre mot de clôture et merci beaucoup à tous pour pour votre participation. Notamment, merci beaucoup aux intervenants pour tous vos témoignages qui ont été très riches. Merci aux participants aussi pour toutes les questions qui ont pu justement enrichir tout ce webinaire. Comme le disait M. Frémy, en effet, un questionnaire de satisfaction vous sera envoyé à la suite de ce webinaire et c'est des informations qui sont très riches pour nous. Donc, on vous remercie d'avance de le remplir. Ça nous donnera de précieuses informations. Je propose donc qu'on conclue ce webinaire et merci encore à tous pour votre participation et pour tous les témoignages. Grand merci à vous et à très bientôt. À bientôt.